Eh bien, je vais vous proposer qu'on commence gentiment cette conférence. Alors, je suis Pierre, membre de l'association Histoire d'en parler. Je serai votre médiateur pour cette conférence particulière et exceptionnelle, donc co-organisée avec l'association des professeurs d'histoire-géographie, en hommage à notre collègue assassiné Samuel Paty, et ayant pour thème enseigner la laïcité. Merci de vous être rendu disponible pour cette nouvelle conférence de l'automne de l'histoire-géographie. Je vous demande à nouveau de bien garder vos caméras éteintes afin de garder un débit satisfaisant, sachant que cette conférence est enregistrée afin qu'elle soit accessible ensuite sur YouTube. Cet automne de l'histoire-géographie est organisé par l'association nancéenne Histoire d'en parler, qui a pour objectif de rendre l'histoire et la géographie plus accessibles au plus grand nombre, avec des interventions pour le grand public, mais aussi dans les milieux scolaires, avec des problématiques comme l'enseignement moral et civique, problématiques que nous allons aborder notamment ce soir. Notre désir est donc de rendre l'histoire-géographie accessible pour le plus grand nombre, afin de la faire vivre par tous, pour tous, euh, et partout, surtout dans ces temps de confinement. L'automne est donc un cycle de conférences qui se réunit le lundi et le jeudi sur des thématiques diverses et variées d'histoire et de géographie, et notamment le jeudi sur des sujets de CAPES. La durée des conférences est variable, mais dure en moyenne 1 heure. Pour introduire cette conférence ce soir sur la laïcité, j'aimerais reprendre l'article 1 de la Constitution de la Ve République, même si M. Pierre Ecaps, que je présenterai tout de suite, en parlera sûrement. Donc la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La laïcité est donc une caractéristique fondamentale de notre Constitution, puisqu'elle est présente dans le premier article. Pourtant, moi, en tant que jeune professeur d'histoire-géographie, c'est un concept qui est parfois compliqué à aborder, concept d'actualité, concept parfois polémique, n'ayant pas forcément le bagage nécessaire pour l'aborder avec mes élèves. Souvent, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Face à ce manque, face à ce retard, même si je puis dire, je suis heureux donc de vous proposer cette conférence avec Histoire d'en parler, avec aussi l'association des professeurs d'histoire-géographie et notamment le bureau de Lorraine, dont je remercie Franck Schwab, thème d'autant plus d'actualité qu'un de nos collègues a été malheureusement, tristement, tragiquement assassiné en octobre dernier par une personne qui s'opposait au principe de notre laïcité. La conférence se fera donc en 3 parties. D'abord, M. Thévenin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, commencera par une étude historique de ce concept de laïcité, suivi derrière par M. Stéphane Pierre-Caps, professeur de droit public à l'Université de Lorraine, qui prolongera le propos avec une analyse constitutionnelle de la laïcité. Enfin, Madame Christine Guimonet, professeure d'histoire-géographie à Pontoise et secrétaire adjointe de l'APHG, nous livrera son témoignage et fera part de comment elle fait pour étudier ce concept de laïcité avec ses élèves, donc au lycée de Pontoise. Bien entendu, à la fin des 3 exposés, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos 3 intervenants. Et en attendant, je vous remercie à nouveau de garder bien vos caméras éteintes et de n'utiliser le chat seulement pour des questions d'ordre technique. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence et je laisse Monsieur Thévenin commencer. Normalement, votre micro n'est pas encore activé. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, 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 tout à fait. Ah. Eh bien, la laïcité, en France comme dans le monde, c'est d'abord une longue histoire. Je n'en dirai que l'essentiel dans une quinzaine de minutes. Je ne prétends pas être exhaustif. Le mot laïque, dans la langue française, apparaît vers le XIIIe siècle. Il est d'usage rare jusqu'au XVIe siècle. Il désigne en fait ceux qui ne sont ni prêtres, ni religieux, ni religieuses. Mais dans
nos institutions, dans notre Constitution, il apparaît tardivement. Constitution de la 4e République, 1946. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Laïque est même citée avant démocratique. Constitution de 1958, article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Mais dans la mémoire collective, l'instauration d'une république laïque est en France associée à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Mais là, il convient de distinguer deux choses, le contexte et le texte. Le contexte, c'est celui d'une France qui se déchire autour de la place qui doit être celle de la religion, en fait de la religion catholique, qui est de loin celle qui compte le plus de fidèles, dans la société et dans le gouvernement de l'État. Pour les uns, cette place qui a été, durant les siècles précédents, importante dans la vie de la France doit demeurer essentielle. Pour d'autres, il convient au contraire de l'encadrer, de la limiter et pour cela de rompre institutionnellement les liens entre l'Église et l'État. Et cela se déroule dans un climat passionné. On parle de deux France qui se font face, qui s'affrontent. Et quelques semaines seulement après l'adoption de cette loi, lors des inventaires qui étaient prévus par cette loi, il y a malheureusement quelques victimes, plusieurs morts, qui obligent d'ailleurs le gouvernement d'alors à suspendre les inventaires. Et c'est dire combien ce texte a déchaîné les passions. Avant la loi de 1905, les relations entre la République française et l'État pontifical avaient été rompues. Par ailleurs, de nombreuses congrégations religieuses enseignantes avaient été expulsées de France, tout comme des congrégations vouées à la prière comme les Chartreux. Donc, il y avait un contexte d'extrême tension qui fait que cette loi avait été perçue comme, par certains comme la victoire des anticléricaux sur l'Église catholique et qu'il s'agissait de la part des républicains d'éradiquer la présence de l'Église dans l'État et dans la société. Et pourtant, quand on regarde le texte, il faut rappeler plusieurs points. D'abord, la séparation ne concerne pas les seules relations entre l'État et l'Église catholique, mais entre l'État et les différents cultes. Alors, à cette époque, les églises protestantes et le consistoire israélite sont concernés, qui d'ailleurs ne vivent pas mal, eux, cette séparation. Ils vivent plus sereinement que les catholiques. Mais quand on regarde bien les textes, article 1, la liberté assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Autrement dit, il ne s'agit pas d'interdire les religions, ce n'est pas un athéisme d'État qui se met en place. On sait qu'au XXe siècle, dans des États où l'idéologie officielle était celle marxisme-léninisme, il y avait un athéisme d'État. Tel n'est pas le cas dans la loi de 1905. L'article 2 précise « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Il n'y a plus de reconnaissance, comme au temps du Concordat, d'un ou de plusieurs cultes. Pour autant, il est dit, toujours dans cet article 2, que certes,
l'État, les départements et les communes n'auront plus de budget relatif à l'exercice des cultes, mais sont prévus l'existence de services d'aumônerie dans les lycées, les collèges, les asiles, les prisons, les hospices. Donc, il y a néanmoins une reconnaissance de la réalité religieuse, du fait religieux, mais encadrée. Article 32, seront punis d'amende et même de peine de prison ceux qui auront empêché ou retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. L'État se veut donc défenseur de la liberté de culte et des cultes si ces derniers étaient menacés. De même, si des bâtiments, des églises et des cathédrales passent sous le contrôle de l'État, l'État veille à leur entretien. Pour autant, un certain nombre d'articles montrent que la volonté de construire des références qui ne soient plus celles de la chrétienté est nette. Article 28, il est interdit à l'avenir, on ne doit pas enlever les signes religieux sur les églises qui sont héritées du passé, il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. De même, il est prévu, dans l'article 26 par exemple, qu'il ne puisse se tenir de réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. La loi se veut assez souple, n'entre pas dans les détails, sauf article 27, par exemple, quand il est question des sonneries de cloches qui seront réglées par arrêté municipal, ce qui a ouvert la porte à bien des contentieux et bien des débats en termes d'interprétation. Cette loi, toutefois, n'est pas appliquée dans les colonies et dans la plupart des territoires qu'on appelle aujourd'hui territoires d'outre-mer. Elle n'est pas non plus appliquée en Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle est alors incorporée dans l'Empire allemand. Mais l'Église, de ce fait, retrouve une certaine indépendance pour les nominations d'évêques, notamment. Certains pensaient que cette séparation pouvait être préjudiciable à la vie religieuse. Or, à partir de 1910, on assiste à une remontée en France sensible de la pratique religieuse jusqu'en 1960. Alors, cette séparation de l'Église et de l'État, elle correspond évidemment à l'aboutissement d'une forte tension entre les milieux républicains et les milieux catholiques, mais il faut bien comprendre que cette tension, elle n'est pas seulement liée à l'histoire de la République. Jean-François Colosimo a publié dernièrement un livre sur la religion française où il s'inscrit dans le temps long et il note que, même si il n'y a pas le mot, mais une sensibilité laïque qui vise à assurer une autonomie du pouvoir politique par rapport à l'Église est déjà bien présente dans la monarchie et il note que si un roi a été canonisé, Louis IX, Saint-Louis, roi de France, bien plus de rois ont été excommuniés, non pas seulement à cause de leur vie personnelle, mais parce que leur politique entrait en conflit avec les projets qui étaient ceux de l'Église. Donc, il y a une histoire qui n'a pas commencé seulement en 1905 avec une séparation, mais qui remonte à une période beaucoup plus longue. Même si un texte majeur inspire les rédacteurs de la loi de 1905,
c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier l'article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public édicté par la loi. Et article 11, qui le suit, mais qui est intimement lié, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Vous voyez, il y a toujours quelques nuances, l'ordre public, l'abus de cette liberté, mais on comprend bien que ces deux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, finalement, sont très proches de ce que nous avons vu avec le texte de la loi de 1905. Alors, est-ce à dire que tout est simple désormais? En fait, un historien comme M. Jean Bobéro a publié un livre intitulé « Les 7 laïcités françaises ». Et il montre qu'aujourd'hui, eh bien, tous ne mettent pas les mêmes réalités derrière le mot laïcité. Pour certains, la laïcité doit être une neutralité et une distance vis-à-vis des églises et du sentiment religieux. Pour certains, l'expression du sentiment religieux doit être limitée à la sphère privée. D'autres, au contraire, estiment qu'il s'agit d'encourager l'expression des communautés religieuses, qu'elles peuvent contribuer à, de manière positive au débat public. D'autres aussi estiment que la laïcité est un moyen pour combattre l'influence des religions perçues comme dangereuses ou à l'origine de guerres, de conflits dans une société ou entre pays. Bref, je pourrais poursuivre l'énumération. Si aujourd'hui, la plupart des acteurs de la vie publique mettent en avant la laïcité, tous ne mettent pas derrière ce mot la même définition, le même sens. Autre constatation, certains désignent plusieurs niveaux de laïcité. La neutralité de l'État, mais aussi la présence ou non de, disons, des communautés religieuses dans l'enseignement ou dans l'administration des soins, la présence ou non de symboles religieux dans l'imaginaire collectif, et aussi ils évoquent les relations souvent conflictuelles entre la loi religieuse et la loi civile. Et il faut éviter de penser que depuis un siècle, peu à peu, les références laïques finiraient par écarter les influences religieuses dans le débat, puisque nous avons certes des exemples autour des questions liées à l'avortement ou l'enseignement de l'Église catholique est différente de ce que dit la loi civile, mais sur d'autres sujets, par exemple la peine de mort, la question des personnes en situation de handicap, des voies sociales, de nombreux acteurs de la vie religieuse ont activement souhaité que des mesures soient prises en ce sens, et mesures qui rejoignaient la préoccupation des gouvernements d'alors. Donc, il y a, je le répète, des perceptions différentes de ce que doit être la laïcité, sachant que en France, depuis 1905, un élément nouveau est intervenu,
c'est que l'islam est devenu la deuxième religion de France et par conséquent se pose la question du rapport des autorités politiques avec les représentants de la communauté musulmane, étant entendu que l'organisation de l'islam n'est pas la même que celle des églises chrétiennes. Il faut aussi avoir conscience que cette question de la laïcité n'est pas une question purement française. On parle de la laïcité à la française, mais de nombreux pays également ont adopté une séparation de l'État et de l'Église, et pas seulement vis-à-vis des églises chrétiennes. Je pense à l'État d'Israël, ses fondateurs sont socialistes et laïcs. Je pense à l'Inde, avec Nehru, structure laïque, bien que l'immense majorité des habitants soient hindouistes. Je pense évidemment aux États-Unis, même s'il y a des références religieuses, mais il y a une neutralité de l'État par rapport aux églises. Et d'autre part, on peut citer aussi, là où les sociétés sont majoritairement musulmanes, la Turquie, Kemal met en place un État laïque. On peut citer aussi l'Irak, la Syrie, au temps de Saddam Hussein pour l'Irak, avec la famille Assad, mais on voit que la laïcité peut être aussi accompagnée de pratiques dictatoriales. L'État peut être laïque, mais aussi instaurer une dictature politique et être en proie à différentes formes de corruption. La Déclaration des droits de l'homme, Déclaration universelle de 1948, indique « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Certes, il s'agit là de liberté religieuse, mais on retrouve les intuitions qui sont celles d'une république laïque qui se veut, par définition, si l'on s'en tient au texte français, respectueuse de la croyance et de la non-croyance et de la possibilité pour chacune et chacun de vivre sa croyance ou sa non-croyance. Mais ce qui apparaît fondamental, c'est qu'à chaque génération, il convient de repenser les modalités pratiques de ce peut être une laïcité respectueuse de chacune et de chacun, qui intègre les aspirations au questionnement spirituel, quelle qu'en soit la réponse, et qui refuse que le recours à la violence ne conduise à ce que certains tentent d'imposer leur vision des choses et ou d'éliminer celles et ceux qui pensent autrement qu'eux et veulent vivre autrement qu'eux. C'est là évidemment que les institutions scolaires jouent un rôle fondamental, mais nous aurons, je crois, l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, je pense avoir à peu près tenu les 15 minutes. Merci beaucoup, voilà. Super. Je fais la transition avec monsieur Stéphane Pierre Caps. Alors, je vais demander d'allumer sa caméra. Pour donc une approche constitutionnelle. À vous la parole. Bien, beaucoup de choses ont déjà été dites par Étienne Thévenin, donc j'y reviendrai d'une façon très allusive. Je voudrais tout d'abord dire à quel point je mesure que la tâche de nos collègues, des professeurs d'histoire et géographie dans l'enseignement secondaire est effroyablement difficile quant à la tâche qui leur est demandée vis-à-vis de la laïcité, parce que c'est un concept qui, cela a été souligné, a une pluralité de sens, mais qui surtout aujourd'hui a un sens qui s'est sensiblement éloigné du sens originel. La Constitution actuelle, que l'on appelle donc le droit en vigueur, le droit positif, évoque le concept de laïcité, cela a été dit à l'article 1er. La première phrase de l'article 1er
la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, c'est la reprise de l'article 1er de la Constitution de 1946. À cela, on a ajouté le principe d'égalité devant la loi et le respect de toutes les croyances. La laïcité, toujours en droit positif, figure aussi au 13e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, donc de la Constitution de la 4e République, qui fait toujours partie du droit en vigueur, puisque ce préambule sert de référence au Conseil constitutionnel dans son travail de contrôle de la constitutionnalité des lois. Mais cette mention de la laïcité au préambule concerne surtout la question de l'enseignement privé, donc on peut pour l'instant laisser cela de côté. Le concept de laïcité est davantage un concept politique qu'un concept juridique. C'est sans doute la raison pour laquelle d'ailleurs il est juridiquement indéfini en tant que concept. Il exprime simplement l'économie de la loi de 1905, l'article 1er de la loi de 1905, c'est-à-dire le principe de séparation des églises et de l'État. Compte tenu de cette indétermination du principe de laïcité, il est revenu au juge, le juge administratif, mais aussi aujourd'hui le juge constitutionnel, d'essayer d'esquisser ce que contient, ce qu'exprime le principe de laïcité. La décision importante à cet égard, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin la décision essentielle est une décision du Conseil constitutionnel du 21 février 1913 qui a été rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Une question prioritaire de constitutionnalité au passage, cela a été introduit dans la Constitution en 2009 et cela permet aux citoyens, tout justiciable, de se tourner selon des modalités particulières vers le juge constitutionnel s'il estime qu'un texte, une loi, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et cela a donné lieu à une jurisprudence très importante du Conseil constitutionnel. Cette décision du 21 février 2013, en fait, elle se borne à rappeler les principes de la loi de 1905, de l'article 1er de la loi de 1905, c'est-à-dire le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et la garantie des cultes, ceci sous l'égide, bien entendu, du principe de neutralité de l'État. Cela a été rappelé, le principe de neutralité de l'État signifie que l'État n'a pas de religion, il n'adhère à aucune religion, mais l'État, compte tenu de l'obligation qui lui importe de garantir la liberté de conscience et de culte, l'État ne peut pas ignorer le fait religieux. Ceci dit, la neutralité de l'État est elle-même susceptible de plusieurs interprétations. C'est la conception française, absence de religion, mais la neutralité de l'État peut aussi être tout aussi bien attestée, comme cela est le cas des pays anglo-saxons, par la diversité religieuse des représentants de la puissance publique. On sait que dans des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, les policiers ou d'autres représentants de la puissance publique peuvent arborer des symboles et des signes religieux sans que cela ne gêne personne, ce qui est une autre façon, en organisant le pluralisme religieux, de manifester la neutralité de l'État. Donc, le concept de neutralité de l'État n'est pas univoque, il n'est pas propre à la France. Seulement, à l'origine, le principe de séparation, la neutralité de l'État, est un principe d'organisation de la République. Or, aujourd'hui, et c'est là toute la difficulté, on assiste à un glissement de sens du concept de laïcité qui tente à s'éloigner de la neutralité originaire. Et cela s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est que la neutralité de l'État, qui s'étendait d'abord aux agents publics,
donc aux fonctionnaires pour simplifier, s'est étendu progressivement aux personnes privées et en particulier aux usagers des services publics. Donc, depuis quelques années, on constate que les personnes privées se voient elles-mêmes soumises à une obligation de neutralité. Cela concerne en particulier les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics. Il faut rapprocher sur ce plan deux positions du Conseil d'État. En 1989, le Conseil d'État, qui est confronté pour la première fois à la question du port par des élèves des signes religieux, donc le voile en l'occurrence, rend un avis dans lequel il estime que le port de signes religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où, estime le Conseil d'État, il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, à la condition, toutefois, de ne pas apparaître comme l'expression d'un acte de prosélytisme heurtant le bon déroulement du service public de l'enseignement. En 1989, par conséquent, le Conseil d'État se situe dans l'optique de la laïcité-neutralité, c'est-à-dire dans l'esprit de la loi de 1905. 15 ans plus tard, en 2004, le Parlement adopte une loi, c'est la loi du 15 mars 2004, qui introduit pour la première fois une obligation de neutralité religieuse à l'encontre des élèves des écoles, collèges et lycées publics, ceci au nom du principe de laïcité. Et ce texte a été inséré, il figure à l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, donc qui interdit le port de signes religieux à l'école publique. Donc on voit très bien entre ces deux dates, 1989 et 2004, l'évolution significative des pouvoirs publics vers une laïcité qui tend désormais à peser non plus seulement sur les agents publics, en termes d'obligations, mais aussi sur les personnes privées. Et cela sera confirmé par le Conseil constitutionnel dans la décision que j'ai citée tout à l'heure, du 21 février 2013, puisqu'il admet que le principe de laïcité peut désormais être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire que le principe de laïcité peut être invoqué au titre des droits et libertés que la Constitution garantit. Alors, où est l'évolution et qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie que l'on insiste à une sorte de subjectivisation de la compréhension du principe de laïcité, puisque désormais, ce principe est à la source de droits individuels, alors qu'auparavant, c'était un principe qui commandait très simplement une certaine organisation de la puissance publique sous l'angle de la séparation. Et ça change tout, parce que désormais, on va pouvoir invoquer ce principe de laïcité, mais pour mettre en avant des exigences inhérentes à la liberté religieuse, de la même façon que les pouvoirs publics vont aussi adopter une conception différente de la laïcité qui était celle de 1905, c'est-à-dire qu'on va passer d'une laïcité séparation à une laïcité plus militante qui va s'identifier à certaines valeurs portées par la République. Et c'est le dernier stade de l'évolution que je voulais ici signaler, c'est-à-dire que la laïcité aujourd'hui porte allégeance, doit porter, selon les pouvoirs publics, allégeance aux valeurs républicaines. Compte tenu de cette évolution, on peut se demander si le concept de laïcité s'articule toujours au principe de neutralité de l'État, puisque c'est un contenu qui vise à imposer un commandement, une adhésion à des valeurs qui restent relativement floues, mais que l'on peut tout de même identifier au regard de la Constitution, des valeurs qui structurent la communauté nationale, le vivre ensemble national. Et ces valeurs-là
Elles ont été d'ailleurs rappelées, ou plutôt l'identification de la laïcité à ces valeurs a été rappelée en 2013-2014 par la directrice des affaires juridiques du ministère de l'Éducation, puisque à partir de là, on ne cherche plus un espace scolaire expurgé de signes religieux, mais dans les termes employés par la directrice des affaires juridiques du ministère, on entend par là une adhésion aux valeurs de la République. Donc aujourd'hui, le principe de laïcité permet d'exiger des personnes auxquelles il est opposé, non pas la neutralité évidemment qui est toujours à l'œuvre s'agissant des agents des services publics, mais également des personnes privées, mais désormais au contraire, ce que l'on demande, c'est le respect, voire l'adhésion à certaines valeurs. Alors bien sûr, cette évolution, ce glissement de sens du principe de laïcité vers une conception plus militante de la laïcité est motivée par l'évolution du pluralisme religieux inhérent à la société française. Cela a été rappelé un instant. C'est bien entendu l'implantation de l'islam sur le territoire de la République qui explique en tout cas cette évolution. Mais cela a été aussi rappelé, cette évolution, on peut en trouver les prémices dans l'histoire, puisque la revendication politique militante de laïcité est à la base de la construction de l'État français à partir du moment où le roi de France est empereur en son royaume, donc on est là au XIVe, XIIIe, XIVe siècle, où il revendique une indépendance par rapport au pouvoir du Saint-Empire romain germanique et au pouvoir temporel de la papauté. Bon, mais on est aujourd'hui dans une autre configuration que cela, et c'est cela qui me semble poser problème et qui explique la difficulté de la tâche des enseignants confrontés à cette nécessité, ou en tout cas ce qu'il leur est demandé d'enseigner la laïcité, puisque désormais, la laïcité est porteuse d'un véritable programme axiologique et en tant que tel, c'est-à-dire un programme lié à des valeurs, et en tant que tel, elle se détache de la neutralité. Et on en aura une preuve supplémentaire, et je terminerai par là, par le projet de loi confortant les principes républicains qui va être discuté et adopté en Conseil des ministres après-demain, puisque ce projet de loi, lorsqu'on le lit entre les lignes, exprime bien cette conception de la laïcité qui vise à transmettre, ou en tout cas à l'identifier à des valeurs républicaines. Donc en résumé, on a affaire à un concept qui évolue parce qu'il est contextualisé en permanence, compte tenu de son indétermination de départ, et on est passé d'une neutralité d'une laïcité, neutralité de l'État, c'est-à-dire d'un principe d'essence libérale. Ne l'oublions pas, l'idée de la séparation des églises et de l'État, de la neutralité de l'État, c'est quelque chose qui s'enracine, comme cela a été dit dans la philosophie des Lumières, qui apparaît dès la déclaration de 1789 aux articles 10 et 11, et que la loi de séparation ne fait que conforter en y ajoutant, bien entendu, le thème de la séparation. C'est un humanisme, cette laïcité-là, c'est un principe éminemment libéral, mais aujourd'hui, compte tenu évidemment de l'évolution de l'adhésion, des adhésions religieuses de la société française, là où il y en a, eh bien, cette laïcité évolue pour prendre une dimension plus militante et elle est synonyme d'une adhésion aux valeurs de la République. La question étant de savoir si on peut, en tant que citoyen, si on doit, en tant que citoyen, adhérer à de telles valeurs, ou si on peut les respecter sans nécessairement y adhérer. Mais ceci explique, à mon sens, la difficulté de la tâche qui est imposée aujourd'hui aux enseignants du point de vue des pouvoirs publics. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Caps. Je donne tout de suite la parole pour finir cette conférence, sachant qu'après, il y aura bien entendu la possibilité de poser des questions aux intervenants, Madame Guimonet, pour faire part donc de sa proposition, si je puis dire, pédagogique, en tout cas, comment elle aborde cette question
avec ses élèves et je lui laisse aussi pareil 15 minutes. Merci Pierre. Donc mes collègues historiens et juristes ayant rappelé tout ce qui était nécessaire, je ne reviendrai pas dessus, sauf pour dire que tous ces éléments-là qui ont été remis en contexte aussi bien sur le plan du droit que sur le plan de l'histoire sont indispensables pour pouvoir faire travailler nos élèves d'une manière efficace en cours. Lorsque j'entends que nous avons une tâche qui est compliquée et ardue, je dirais simplement pour commencer que enseigner la laïcité est peut-être plus compliqué que par le passé en raison d'une hypersensibilité aux religieux, mais pas qu'aux religieux, qui est plus importante que par le passé, du moins qu'on ne ressentait pas lorsque j'étais élève. Pour contextualiser très clairement, lorsque j'étais dans un collège très mixte du centre-ville de Nice, avec une population scolaire qui comportait des catholiques, des protestants, des juifs séfarades, des musulmans, des élèves qui étaient athées. Tout le monde savait qui était qui. J'ai entendu le mot laïcité une ou deux fois pendant mon cours de quatrième. Il n'y avait pas chez les élèves une définition identitaire par la religion. En fait, aussi bien la religion que la laïcité était un non-débat parce que c'était un non-sujet. La situation a évidemment changé et il me semble que c'est générer de la confusion chez les élèves que de vouloir accoler au mot laïcité toutes sortes d'adjectifs. Ce que je ne fais jamais. Si on entre dans le débat en accolant des adjectifs au terme laïcité, on va perdre en clarté, on va perdre en précision, on va perdre en lisibilité. Donc en fait, la laïcité est, on va avec les élèves partir surtout de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est justement l'état de leur savoir qui détermine les chantiers à ouvrir avec eux. Enseigner la laïcité suppose au préalable, il me semble, de les familiariser avec l'histoire des faits religieux sur le temps long, de leurs conséquences sur les sociétés humaines au fil des siècles, avec l'impact qu'on connaît tous sur la philosophie, les arts, le politique, le droit, les organisations sociales. Et en fait, on ne peut pas évacuer l'histoire des religions, la construction de celles-ci, ces emboîtements de processus qui permettent de comprendre que lorsqu'on travaille sur le christianisme, sur l'islam, sur le judaïsme, la manière dont on pratique, dont on conçoit une religion en 2020, n'a pas forcément grand-chose à voir avec la religion des origines, qui fait souvent l'objet de toutes sortes de mythologies. Et c'est en faisant ce travail de décryptage, en répondant aussi historiquement, sociologiquement, à une sorte de demande qu'on sent bien chez les élèves, qu'il est plus simple et plus apaisé d'enseigner la laïcité. En fait, à partir du moment où on part du principe qu'on peut être non-croyant ou croyant, on est différent, que l'histoire, ça vous sert à vous décentrer, à apprendre comment est autrui, qui peut être différent de vous, mais qui peut y avoir des éléments de proximité, c'est plus simple. Et les discussions en classe peuvent parfaitement évoquer la religion sans pour autant trahir les principes de neutralité, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. L'objectif, finalement, c'est de rompre avec des formes assez importantes d'ignorance pour injecter du savoir qui va leur permettre de développer leurs connaissances historiques et également de faciliter un recours à l'esprit critique et à la distanciation pour que tous ces concepts qu'on manie soient évidemment plus clairs. Parce que la base, c'est un travail important sur le lexique, parce que le lexique autour de la laïcité, le lexique historique des religions n'est pas toujours simple. Et il vaut mieux partir de toute cette thématique-là. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce que c'est que l'athéisme? Qu'est-ce que c'est qu'être agnostique? Qu'est-ce que c'est qu'être laïque?
Qu'est-ce que ça veut dire profane, intégrisme, apostasie, culte, schisme, conversion? Et à partir de là, on va démêler un petit peu ce champ lexical complexe de manière à ce que les mots aient un sens qui soit plus précis et que les élèves arrivent mieux à se débrouiller dans les thématiques qu'on va travailler avec eux. Alors, les programmes scolaires nous permettent des entrées multiples en histoire, en EMC, en droit en terminale et en enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, essentiellement en première. Bon, en histoire, en seconde, on travaille sur la réforme des guerres de religion, on comprend les conflits religieux. En première, il y a la Révolution française avec évidemment la DDHC, on évoque le Concordat, la loi de 1905 prend sa place dans le chapitre sur la Troisième République. En EMC, on retrouve la notion de laïcité en seconde dans la thématique de l'année qui est consacrée aux libertés. Donc, on peut travailler sur les libertés individuelles, la liberté de conscience, la liberté religieuse, comment protéger les libertés, la notion de pluralité des croyances et les expressions du religieux. Et en terminale, avec la thématique sur la démocratie, on va retrouver aussi de manière filée cette manière de travailler. Les propositions pédagogiques sont multiples. On peut faire effectivement un travail sur la charte de la laïcité en EMC ou en histoire, en décryptant au fur et à mesure les différentes vignettes, en les recontextualisant, en travaillant sur le vocabulaire, en repérant les textes juridiques qui sont en filigrane dans cette charte, en expliquant bien qu'une charte n'est pas une loi et que c'est sensiblement différent. Il me semble intéressant de travailler aussi en première à partir du film qui s'appelle La Séparation, qui avait été commandé par l'Assemblée nationale en 2005 pour le centenaire de la loi. Donc c'est un film joué par des acteurs qui reprend une partie des débats qui se sont tenus dans l'hémicycle pendant les mois de l'année 1905. Le travail sur ce film est particulièrement intéressant parce que entre les différents personnages, on peut voir qu'en fait, d'un bout à l'autre de l'hémicycle, on a les tenants d'un anticléricalisme extrêmement ferme, presque agressif, avec non seulement un athéisme chevillé au corps, mais aussi une volonté presque d'éradiquer les religions de la société, qui sont perçues comme étant une entrave permanente au progrès et à l'émancipation des individus. De l'autre côté de l'hémicycle, on a l'Action française. On voit à l'écran l'abbé Guéraud, donc c'est un peu curieux pour les élèves de se rendre compte qu'on pouvait à l'époque être prêtre et être élu député, et que tout le travail mené par Aristide Briand et certains hommes politiques, c'est d'arriver à une loi de consensus qui permettent d'être votées par la majorité de l'Assemblée en faisant des compromis pour que, sachant que les jusqu'au-boutistes des deux bords ne voteront pas les articles, mais qu'il puisse se dégager une majorité suffisante pour que la loi soit adoptée. Et l'intérêt aussi de ce film, c'est qu'il est contextualisé au début et qu'il se prolonge par une actualisation des débats liés à la présence des religions dans la société et aux tensions qui peuvent exister, de manière à ce que les élèves s'approprient mieux ce moment historique sur le temps long en fait de l'histoire. Et une autre possibilité de travail pédagogique qui me semble tout aussi intéressante, c'est de faire avec eux une sorte de schéma qui va partir un petit peu de leur connaissance, donc comme celui qui est affiché, pour essayer de mieux leur faire comprendre les liens qui existent entre l'État, législateur, la laïcité en tant que principe, la démocratie, la situation de l'école, et également, parce que c'est par là que je commence, de deux grands ensembles que vous pouvez voir à l'écran, deux sphères en fait que j'intitule, pour schématiser, A et B. La sphère A
englobe tout ce qui, dans la société, fait référence aux religieux, autour de la foi, de la croyance, avec donc les gens qui sont croyants, qui pratiquent, qui ont des rites, des lieux de culte, et qui peuvent pratiquer d'une manière plus ou moins souple, ou plus ou moins rigide, ou plus ou moins importante. Le deuxième groupe concerne les gens qui ne croient pas et tout ce qui tourne autour de l'athéisme et du refus de croire à l'existence de Dieu. Et l'intérêt est de comprendre qu'il existe entre les deux sphères des relations qui peuvent être compliquées, mais pas forcément négatives, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'incompréhension, une indifférence complète, du conflit, de l'hostilité, et aussi ce que j'appelle une perception ou une conception particulière de la liberté, dans la mesure où des gens qui sont très croyants peuvent être particulièrement satisfaits d'être dans un pays qui permet la liberté de conscience, la liberté de croyance et de culte, et aimeraient finalement que, en vertu de la liberté qui est la leur, ceux qui ne croient pas puissent être un petit peu mis de côté, ou plutôt ils pourraient penser que il n'est pas tout à fait normal que dans un pays démocratique, on permette à des gens de ne pas croire. Et en fait, on peut retrouver en miroir une perception des choses un petit peu similaire de la part des athées vis-à-vis des croyants. Donc, pour expliquer un petit peu mieux ce principe de ce que c'est que la tolérance, c'est admettre qu'il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas, et que la laïcité, qui permet la liberté de conscience, permet non seulement l'existence de cette sphère que j'intitule A, l'existence de cette sphère que j'intitule B, le passage du A au B, du B au A, et également ce qu'on ne voit pas particulièrement sur le schéma, mais que j'ai plutôt appelé la libre circulation ou la liberté à l'intérieur du A. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élevé dans une famille qui est particulièrement religieuse, en grandissant, vous pouvez vous éloigner de principes éducatifs, vouloir quelque chose qui soit moins normatif, un mode d'organisation par rapport à votre religion qui soit plus souple. Et c'est justement la laïcité, un État démocratique, qui le permet. Le bas du schéma fait réfléchir les élèves, puisque tout le schéma se construit avec eux, sur ce que les freins et les pressions peuvent générer, y compris dans un État démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, on se construit avec son éducation, on peut aussi avancer dans sa vie contre son éducation, et que l'État doit être là. L'État doit être là pour pouvoir vous permettre de pratiquer comme vous le souhaitez, de croire comme vous le souhaitez, de changer de religion, de ne plus croire, et de protéger en fait les individus contre les freins, les pressions multiples qui pourraient les empêcher d'exercer pleinement leur liberté. C'est-à-dire que des coutumes qui sont trop normatives, ou bien un poids familial trop important, le groupe social, le poids du quartier, ça peut être des entraves à sa propre liberté, y compris une autocensure personnelle, de crainte d'être mal jugé, d'être stigmatisé, parce qu'on ne pratiquerait pas assez en étant observé par ses coreligionnaires. Où trouve-t-on l'école dans cette sorte de... C'est pas vraiment une carte mentale, mais même si on pourrait l'intituler comme ça, il faut positionner l'école au bon endroit, en faisant comprendre aux élèves que l'État législateur permet une instruction de diverses façons,
le public, le privé confessionnel hors contrat, le privé confessionnel sous contrat, même chose pour le non confessionnel, et que les élèves sont dans une école publique laïque, qu'ils ont des enseignants qui sont neutres avec eux, ce qui n'empêche pas d'avoir des discussions par rapport à la religion. Et en fait, que ce qu'on leur demande, c'est de ne pas faire de prosélytisme et simplement de faire en sorte que dans leur attitude, ils restent élèves et que l'élève ne disparaisse pas derrière le croyant. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que j'explique. Autrement dit, ils viennent en classe avec leur identité, ils ont le droit de croire, de ne pas croire. Par contre, ils sont préservés des tentatives de prosélytisme. Ils doivent aussi être préservés, et c'est très important dans la période qui est la nôtre, parce que nous avons des élèves qui sont de confession musulmane et qui craignent, avec un contexte extrêmement tendu, d'être stigmatisés dans leur religion et d'être amalgamés, assimilés à des gens qui sont des fanatiques et des terroristes. Et on doit pouvoir les assurer qu'ils doivent être préservés des propos outranciers, injurieux ou stigmatisants qu'ils pourraient recevoir de la part d'autres élèves. Donc, c'est quand même fondamental aussi la protection que l'école doit aux élèves qui sont dans les classes. Et la laïcité doit davantage être perçue comme quelque chose de protecteur. Quand on discute avec eux, c'est toujours intéressant de leur demander comment ils réagiraient si, par exemple, d'autres élèves de la religion qui est la leur, parce que je ne leur demande jamais leur religion, je leur dis simplement, dans la classe, il y a certainement parmi vous des garçons et des filles qui ont été élevés dans des familles où il y a une foi, une pratique, quelle que soit l'étendue de cette pratique, et d'autres qui sont élevés dans des familles où on ne parle jamais de religion, on ne parle jamais de Dieu. Et en fait, vous pouvez être incroyant, mais vous ne devez pas être ignorant. Parce qu'en ayant davantage de savoir, ça permet de mieux comprendre pourquoi d'autres adolescents ont des modes de vie et de croyances qui sont un petit peu différents. Et ça permet une compréhension qui est plus aboutie. Et on peut être plus tolérant tout en respectant parfaitement les principes laïques. Donc, une question que je leur pose, c'est que diriez-vous si, par exemple, à l'intérieur de l'école, en vertu de leur religion, sachant que des élèves pensent que vous avez la même qu'eux, de manière réelle ou supposée, ces élèves-là viennent vous critiquer sur vos croyances ou votre manière de pratiquer. Et assez rapidement, beaucoup me disent que non, mais ça, ce serait insupportable. Et c'est avec un exemple comme ça qu'on peut leur expliquer que la laïcité, finalement, les préserve des pressions et du prosélytisme. Et l'État législateur, comme on le leur fait noter, est neutre, qui ne hiérarchise pas les religions, qui n'en privilégie aucune par rapport à une autre, et que finalement, si la laïcité permet la liberté de conscience à des religions autres que la religion chrétienne catholique, c'est parce que ça s'explique aussi par le passé tumultueux historique dont mes collègues ont déjà parlé, avec des relations compliquées entre l'État, la monarchie et puis la papauté. On a eu des guerres de religion entre catholiques et protestants avec des massacres. Les juifs ont été discriminés jusqu'au décret de 1790-1791. Il faut savoir par exemple que très peu de temps avant la Révolution, le roi Louis XVI a aboli le péage corporel qui touchait les juifs en Alsace. Bon. Donc, tout se construit selon un processus qui est relativement long, et que c'est en comprenant ces emboîtements de processus que la situation dans laquelle nous sommes dans la société française
peut être plus claire et plus précise. Voilà, est-ce que j'ai bien tenu mon temps de parole, Pierre, ou est-ce que j'ai encore un petit peu de… Malheureusement, si on veut avoir un temps d'échange, on va devoir s'arrêter là-dessus. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, merci. Alors, j'ai mis dans le chat un petit lien de questionnaire afin de nous aider à nous améliorer, donc voilà, remplir une fois que la conférence sera finie, afin de permettre à l'association de faire des progrès au fur et à mesure de cet automne. Je vais demander à nos deux autres intervenants de remettre leur caméra ainsi que leur micro. Maintenant, nous allons passer donc au temps des questions. Comment ça va se passer? Eh bien, dans le chat, si vous avez une question, vous pouvez me mettre un petit message. Je vous donnerai donc accès au micro. Et à partir de là, vous pourrez poser la question à l'un des 4 intervenants ou même aux 4 intervenants. Malheureusement, nous aurons un temps un peu plus limité que prévu et on a pris un petit peu de retard, même si c'était nécessaire, sur les 3 interventions. Alors, si jamais vous avez une question, le micro est à vous, si je puis dire. N'hésitez pas à les poser. Alors, nous avons Charlotte qui a une question. Je lui donne tout de suite accès au micro. Normalement, Charlotte va avoir la possibilité de parler. On vous écoute. Oui, merci. J'ai une question pour Monsieur Thévenin, parce que vous avez parlé de d'autres pays qui sont laïcs. Et je m'interroge, peut-être que j'ai un regard trop franco-français, mais vous avez cité les États-Unis parce qu'ils n'intervertissent pas dans la gestion de l'Église. Par contre, il me semble que le président il jure sur la Bible. Et moi, ça me questionne un peu. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, tout le monde m'entend là, c'est… Très bien. Oui, voilà. Oui, eh bien, il y a effectivement une référence religieuse, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a une multitude d'églises. Et par conséquent, il n'y en a pas une qui soit plus favorisée que d'autres. Mais la question se pose si, par exemple, un musulman devenait président des États-Unis. La question aussi est posée par un certain nombre de citoyens qui se déclarent sans église et pour certains sans religion. Donc, il y a effectivement une situation qui est pour l'instant, c'est qu'elle est parce que le cas ne s'est jamais posé. Les États-Unis gardent des traditions, mais il y a dans le discours public américain des références religieuses omniprésentes. Et pas seulement au moment des élections. Quand Martin Luther King s'est engagé dans la lutte pour les droits civiques, eh bien, il s'exprime en citant des passages de la Bible par lesquels il s'adresse non seulement à la communauté noire, mais aussi aux Américains qui sont issus de pays de familles d'origine européenne, mais qui font aussi référence à la Bible. Billy Graham, d'ailleurs, appuie Martin Luther King. Donc, il y a un rapport entre le religieux et le politique aux États-Unis qui est complètement différent de ce qui est en France, sachant que la pratique religieuse des adultes aux États-Unis est bien plus élevée qu'elle ne l'est en France. C'est pourquoi, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a quantité de façons de percevoir la laïcité. Et c'est vrai que pour le geste que vous évoquez, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a… D'ailleurs, il n'est pas dit explicitement que c'est sur la Bible qu'il faut prêter serment, mais en tout cas, c'est la tradition aux États-Unis. C'est une façon de vivre la laïcité très différente de ce qu'elle est en France. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à nous, 3 intervenants? Sinon, j'ai des questions en stock. J'attends de voir s'il y en a qui sont intéressés. Eh bien, je vais y aller. Je vais laisser la parole à Joris. Je vous la poserai juste après. Alors, Joris, je vous donne le micro. Normalement, vous avez… Voilà. Oui, j'aimerais savoir parce que
dans la société, il y a un retour du religieux dans la société occidentale. Et j'aimerais savoir quel est votre avis, donc je m'adresse à tous les participants. J'aimerais savoir si un enseignement religieux obligatoire à l'école serait une solution pour euh, proposer une meilleure adhésion. Le fait qu'on enseigne la religion en dehors du contexte religieux de manière neutre, un peu sur le modèle de l'enseignement religieux au Luxembourg ou en Allemagne, par exemple, n'aiderait pas à une meilleure compréhension de la laïcité pour tous. Alors, Merci, Pierre, si vous me permettez de répondre, je pense que les réticences qu'on peut sentir dans la société lorsqu'on parle de l'histoire des religions et de l'école, c'est une confusion entre guillemets, le catéchisme et l'histoire des faits religieux. L'histoire des faits religieux, elle est déjà dans les programmes scolaires depuis très longtemps, que ce soit les polythéismes antiques, la naissance des monothéismes. Quand vous travaillez sur la réforme au XVIe siècle, vous étudiez le fait religieux. Quand vous travaillez sur la structuration de la société chrétienne au Moyen-Âge, vous travaillez sur le fait religieux. Il y a quelques années, on avait un thème dans l'ancien programme de première qui s'appelait religion et société en Occident du milieu du 19e siècle jusqu'à 1939. Donc ça couvrait toute la partie européenne et les États-Unis. Ben, c'était très utile pour pouvoir faire comprendre en fait que on a une déchristianisation progressive, qu'on a une sécularisation progressive, faire comprendre aussi comment la rigidité de l'Église catholique provoque la naissance de ce qu'on appelle le christianisme social, comment il y a une volonté d'essayer de raccrocher le prolétariat qui s'éloigne de la religion à une forme de foi et un humanisme chrétien de gauche. C'était aussi l'occasion de travailler sur tous les aspects des cultures juives dans le continent européen, montrer qu'en fait, il y a ce qui relève du religieux qui peut être différent de ce qui relève du culturel, qu'il y a parallèlement au développement de la philosophie des Lumières en Europe, une sorte de mouvement un petit peu comparable dans le judaïsme d'Europe centrale qu'on appelle la Haskalah, que dans le monde juif, il y a aussi de la sécularisation et que le sionisme est quelque chose qui est laïque et non pas religieux, du moins dans sa création à la fin du 19e siècle. Lorsqu'on travaille en spécialité sur les religions aux États-Unis, c'est impossible de comprendre la société américaine si on ne travaille pas sur les religions. Quand vous voulez travailler sur le Proche-Orient, pour comprendre par exemple le Liban, la Syrie, l'Irak, là on est dans un conservatoire de toutes les églises qui se sont créées depuis les premiers temps du christianisme. Bon, et les États-Unis, c'est un conservatoire de tous les mouvements protestants qui se sont développés en Europe et qui se sont retrouvés outre-Atlantique par le biais des flux migratoires, y compris des églises protestantes très confidentielles, comme les Amish, les Ménonites. Et donc, tous ces éléments-là qui montrent la diversité, la manière dont on peut, par-delà des siècles, continuer à vivre d'une manière très différente alors qu'on est en 2020, presque en 2021, les élèves, ça les intéresse. Et ça permet de mieux comprendre ce que c'est que la laïcité. Alors, les pères de la Constitution américaine n'avaient pas du tout prévu que le religieux puisse s'interposer dans le politique. Bon, un des meilleurs moyens d'expliquer ça, c'est de revenir à ce que disait Aristide Briand. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi n'entend pas dicter la loi. Bon, et pour ceux qui sont juristes, un des éléments en fait de réflexion qui peut être pertinent, c'est de montrer aux élèves la différence qu'il y a en France entre nos juges constitutionnels qui ne vont pas partir de leur sensibilité religieuse,
pour juger. Et ce qui se passe dans les choix des présidents des États-Unis au moment de la nomination des juges de la Cour suprême, avec cette orientation soit progressiste, soit conservatrice de la Cour suprême, et l'impact que les décisions de la Cour en termes de jurisprudence peuvent avoir sur la société américaine, et en particulier pour tout ce qui touche à la situation des femmes. Alors, on a une question qui malheureusement sera notre avant-dernière question. Normalement, vous avez accès au micro. Oui, c'est bon, on vous écoute. Ah, on ne vous entend pas. Non, n'hésitez pas à me la poser par écrit, je ferai votre porte-parole parce que malheureusement, on ne vous entend pas. Oui. Oui. Bon. Je voudrais juste apporter une petite précision. Oui, allez-y, oui. Sur la dernière question. Bon, il n'appartient pas de répondre quant au point de savoir s'il faut enseigner de façon obligatoire le fait religieux à l'école, mais à l'université, on a un cours de droit des libertés fondamentales, de liberté publique, qui s'enseigne en troisième année de licence. Et à ce moment-là, on montre aussi aux étudiants que la conception française de la laïcité, qui est aussi justifiée par une revendication d'universalité, d'universalisme, se trouve désormais enchâssée, si je puis m'exprimer ainsi, dans d'autres approches des cours de justice. La France est partie prenante de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a signé, elle a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a une Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg et qui, évidemment, rend des arrêts divers et variés, mais elle a une jurisprudence très abondante en matière de liberté religieuse. Et on constate que la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle se trouve confrontée à des questions comme la liberté d'expression et la liberté religieuse, a une approche beaucoup plus tournée vers la liberté religieuse que le juge constitutionnel français, qui lui va privilégier la liberté d'expression en admettant que des restrictions très étroites à la liberté d'expression. Donc, ça crée des tensions. Il faut bien comprendre, on est en Europe, il y a des systèmes juridiques qui sont différents. Et aujourd'hui, les jurisprudences des cours nationales sont aussi le reflet de ces tensions. Je veux dire simplement par là qu'on ne veut pas uniquement enseigner ce qu'on fait en première année en droit constitutionnel, en première année de droit, la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, le modèle républicain, sans tenir compte par ailleurs de l'existence d'autres façons de concilier ces principes qu'on a évoqués, liberté religieuse, neutralité de l'État, etc. Et de ce point de vue-là, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est plus syncrétique dans la confrontation entre liberté religieuse et liberté d'expression. Est-ce qu'on a une dernière question dans le chat? Sinon, je vais poser la mienne. Est-ce que des fois, la laïcité, et justement, ça peut être potentiellement une difficulté pour le professeur, ne peut pas devenir un objet politique, dans le sens où la laïcité, là, on va arriver proche de 2022, va peut-être être un enjeu politique de chaque candidat, de chaque parti, pour en faire un argumentaire, si je puis dire, idéologique, servant une élection. Il ne faudrait pas que la laïcité devienne une nouvelle religion. C'est-à-dire que j'ai insisté tout à l'heure sur le glissement de sens du concept de laïcité. La vertu éminemment libérale de la laïcité, c'est la neutralité, l'exigence de séparation des églises et de l'État pour les raisons qu'on a évoquées. Évidemment, avec l'implantation de l'islam, la question se pose différemment. Mais il faut savoir que sous la Troisième République, on oublie souvent, la création de la Grande Mosquée de Paris a été réalisée avec des fonds publics.
Donc, c'est quand même. La France est une puissance coloniale et elle a été au fil de son histoire, notamment en Algérie, parce que l'Algérie était départementalisée, avait un statut départemental. Elle a été confrontée à la question de la République et de l'islam. Or, on n'a pas étendu, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, les principes de la loi de 1905 à l'Algérie. Par contre, subsiste dans la Constitution française un article, ça doit être l'article 75, si je ne me trompe, qui précise que les citoyens qui ont conservé leur statut personnel peuvent le conserver. Enfin, je le cite un peu de mémoire, c'est-à-dire qu'on peut conserver un statut qui n'est pas le statut civil de droit commun, mais c'est lié à l'histoire de la colonisation française. Mais cet article, il a encore une actualité, puisqu'à Mayotte, la religion dominante, c'est la religion musulmane, et en matière judiciaire, les juges de première instance sont les cadis. Les cours d'appel de droit commun sont là, évidemment, pour faire appliquer la jurisprudence nationale, mais enfin, tout le problème, je crois, est aussi un problème d'organisation du culte musulman qui est extrêmement compliqué pour des raisons un peu qui tiennent théologiques entre guillemets, mais aussi parce qu'on s'en est préoccupé d'une manière toute récente. Et le projet de loi confortant les principes républicains que j'évoquais tout à l'heure, à mes yeux, quelque chose d'intéressant sous certains aspects parce qu'il va essayer d'orienter le culte musulman vers la loi de 1905, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. En raison d'une interprétation très stricte, notamment du Conseil d'État, puisque pour être soumis au régime de la loi de 1905, il faut justifier qu'on se consacre exclusivement au culte et pas autre chose. Or, le culte musulman, c'est aussi un fait social, c'est aussi du culturel, c'est pas simplement du cultuel. Justement, pour compléter votre propos, on a une question de Sofiane sur cet aspect culturel-là, avec le rétablissement potentiellement de l'apprentissage de certaines langues, j'imagine l'arabe. Est-ce qu'il permettrait justement de faciliter la compréhension de la laïcité et faire en sorte que l'État joue plus sur un aspect, si je puis dire, culturel, linguistique et non pas forcément religieux, en laissant faire les cours d'arabe par les mosquées essentiellement? Il suffit de traiter l'arabe comme n'importe quelle langue vivante dans le système scolaire. Lorsque j'entends les hommes politiques pousser des cris d'orfraie parce que on pourrait apprendre l'arabe au collège et au lycée, peut-être que s'il y avait une offre linguistique, alors évidemment ça coûte de l'argent, hein. Il faut des certifiés d'arabe, il faut des agrégés d'arabe, et vu le faible nombre de postes au concours, on se pose des questions. Qu'est-ce qui différencie un établissement scolaire qui va proposer de l'arabe, du russe, du chinois? Sinon, une ouverture culturelle qui sera plus importante. Moi, il me semble que c'est beaucoup mieux que les élèves puissent apprendre des langues dans l'enseignement scolaire public, puis ensuite prolongé à l'université, que simplement à la mosquée. Donc, si on revient là au projet de loi, moi, ce qui me guide essentiellement dans mon travail, c'est le statut des élèves à l'école. Je ne pense pas que les lois qui encadrent notre système scolaire soient liberticides, ni la loi de 1905, ni la loi de 2004. C'est-à-dire que lorsque l'élève est en classe, il est élève, et l'élève n'a pas à disparaître derrière le croyant. Bon, ça c'est une chose. Et en fait, on n'a pas à mettre en avant ses opinions religieuses pour refuser des discussions, des enseignements, le fait de travailler sur tel ou tel document. C'est ça en fait qui pour moi est primordial à l'intérieur de l'école. Bon. Si les gens dans leur vie quotidienne adoptent une pratique religieuse qui est orthodoxe,
C'est leur problème personnel, ça n'est pas le rôle de l'État. Par contre, dans tout son fonctionnement, l'État n'a pas forcément à s'adapter aux pratiques religieuses, orthodoxes, normatives des croyants. Ce sont deux choses différentes. Et là, je rebondis sur la question en Alsace-Moselle. Là, le concordat en Alsace-Moselle a été en fait fortifié là, par le biais d'une QPC qui est au Conseil constitutionnel. Oui, c'est la décision 2013 que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Alors, les élèves suivent un cours de religion. La seule religion qui n'est pas concordataire, c'est l'islam, puisque les rabbins, les prêtres, les pasteurs calvinistes et luthériens sont salariés de l'État, ce qui n'est pas le cas des imams. Et là, depuis quelque temps, les parents peuvent demander une dispense de cet enseignement de religion et suivre à la place quelque chose, une sorte de cours de morale. Mais comme les programmes, de toute manière, sont les mêmes que pour tous les autres établissements scolaires, la laïcité, elle s'apprend en classe. Et lorsque vous êtes dans un établissement public à Strasbourg ou à Nancy ou à Metz, l'établissement public est laïque. Attention, parce que Nancy n'est pas en Moselle. Putain, oui, pardon, excusez-moi. À le rappeler, parce que je préfère un vilain amalgame. En effet, on avait donc une question sur l'Alsace-Moselle et une nouvelle question sur le statut des intervenants en religion en Alsace-Moselle. Quel est leur statut? Comment ils sont considérés? Par qui ils sont payés? Est-ce qu'il y a un programme? Comment ça se déroule? Alors ça, ce serait une piste à creuser parce que… C'est une question, une bouteille à la mer. Il y a, c'est pareil, il faut distinguer le régime, les cultes soumis au régime concordataire de celui qui n'y est pas, parce que ça concerne principalement l'islam, encore qu'il n'y a pas d'islam. On pourrait évoquer les sectes, on pourrait évoquer beaucoup d'autres religions, mais dans ce cas-là, les membres, si je puis dire, enfin les religieux des cultes concordataires, ils ont un statut public. Donc, ça renvoie au régime concordataire. Je crois, je peux me tromper, mais il me semble qu'ils sont appointés sur des deniers publics. Et on a évoqué la décision du Conseil constitutionnel tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que cette décision a donné un fondement constitutionnel au culte concordataire. Mais ce fondement constitutionnel, il est figé, c'est-à-dire qu'il ne va pas évoluer, ni dans un sens restrictif, ni dans un sens plus large. Autrement dit, on ne va pas, ce qui c'est totalement absurde, bien entendu, puisqu'on ne va pas étendre le régime concordataire à d'autres cultes. C'est une survivance historique, et ça s'arrête là. Ce qui veut dire que s'agissant d'autres religions, notamment de l'islam, ce qui va concerner cette religion-là en Alsace-Moselle, c'est le droit commun, c'est-à-dire le principe de laïcité, de neutralité de l'État. Voilà. Alors, ça complexifie les choses, mais ça fait partie de l'histoire complexe de la République. L'Alsace et la Moselle ont été un temps soumises au régime, à l'Empire allemand, et on a conservé le régime concordataire tout simplement parce qu'au retour à la République, pour ne pas créer un sentiment de rejet dans les populations concernées qui, dans ces départements-là, affichaient une foi assez intense, eh bien, on a conservé le régime concordataire. Et il faudra attendre encore une fois 2013 pour que les ambiguïtés soient levées, que ce régime-là est un fondement constitutionnel. Mais ça reste une survivance historique qui est garantie dans son expression, mais qui n'est pas appelée à évoluer. Alors, on a Julien Léonard, qui est professeur à la fac de Nancy, en histoire moderne, qui me dit qu'il a une réponse à cette question. Je vais lui donner la parole. Normalement, il peut parler. Merci. Bonjour à tout le monde.
surtout à celles et ceux que je connais. Enfin, ça m'a fait très plaisir de vous entendre, tous les trois, et c'était vraiment très, très intéressant. Juste, je voyais le débat sur le chat. Alors moi, je peux répondre en tant qu'ancien enseignant dans le secondaire et en tant qu'usager pour mes enfants de l'élémentaire. Alors en fait, ce sont deux choses différentes. Dans le secondaire, il existe pour l'enseignement religieux catholique des certifiés, c'est-à-dire qu'il y a eu un CAPES d'enseignement religieux qui n'a pas été mis au concours de nombreuses années, qui désormais est en sommeil. Il y avait même une section CNU de théologie catholique qui était chargée de surveiller ce CAPES. Et donc, il y a des certifiés dans l'enseignement public, d'enseignement religieux, uniquement en Alsace et en Moselle. Alors, désormais, comme on ne recrute plus, ce sont désormais des vacataires, comme sont les vacataires en histoire-géographie. Et souvent, ils sont diplômés de théologie catholique à l'Université de Lorraine sur le site de Metz, puisqu'il y a de la théologie catholique sur le site de Metz. Pour le prix, alors, pour les autres religions, ce sont généralement les hommes d'église eux-mêmes qui sont payés en vacataire. C'est-à-dire que ce sont des pasteurs ou ce sont des rabbins qui viennent faire cours dans les lycées et dans les collèges et qui sont payés comme des vacataires. À l'élémentaire, maintenant, alors là, c'est plus compliqué, effectivement, ce sont généralement des personnes qui sont titulaires d'un DU, un diplôme universitaire, alors qui a aussi été délivré avant par l'Université de Lorraine sur le site de Metz. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre l'évêché et le département de théologie de l'Université de Lorraine, mais ça continue à fonctionner comme ça. Donc ce sont des gens qui ont eu une double formation et dans l'Église et à l'université. Et pour les autres religions, là, c'est vraiment très, très rare. C'est très rare que ça arrive, mais quand il y a une demande, là aussi, ce sont les hommes d'église qui passent directement. Merci beaucoup. Eh bien, sur cette dernière explication, nous allons nous arrêter dessus, sauf si vous aviez un dernier mot à dire, peut-être. Oui, peut-être un point sur lequel je voulais insister. On parlait tout à l'heure de débat dans l'espace public national, mais aujourd'hui, avec les possibilités offertes par les technologies nouvelles, eh bien, pour les élèves eux-mêmes, les informations traversent les frontières et ce qui se passe à un endroit très éloigné a aussi un impact et des répercussions quasi immédiates dans notre société. Et on peut dire que là où, effectivement, je veux dire, une communauté religieuse ou une communauté menacée par des fondamentalistes souffre où que ce soit dans le monde, on est rapidement informé et cela détermine aussi à la fois les représentations que l'on se fait de certains problèmes, de certaines communautés et aussi eh bien, les attitudes, certains choix. Et cela, c'est propre à notre époque, cette accélération de la circulation d'informations. On parlait de contextualisation, mais je crois qu'il faut bien être conscient de cela. S'articule à la fois le local et le global. Tout à fait. Et là, quand on travaille en spécialité sur les États et religions, on a fait tout un panorama qui va nous mener quand même relativement loin, puisque le thème conclusif, c'est État et religion en Inde. Donc, les élèves vont partir à la découverte des multiples religions du sous-continent indien, parce que souvent, ils ne connaissent que l'hindouisme et l'islam. Et pour qu'ils comprennent bien aussi qu'on peut avoir dans une religion des degrés pratiques extrêmement différents et que la normativité religieuse peut être très bien supportée par certains et très très mal vécue par d'autres, là il y en a qui ont comme devoir devoir à la maison, ils doivent regarder les 2 premiers épisodes de la série Unorthodoxe sur Netflix. D'accord. Juste un mot peut-être. Allez-y. Bon, ce qu'il faut conserver à tout prix, c'est l'essence libérale de la laïcité. Cela a été dit tout à l'heure, la séparation des églises et de l'État, ça ne s'est pas fait simplement. Tant l'emprise de la religion catholique était prégnante sur la société depuis des siècles, ça n'a pas été simple. Et l'histoire du 19e siècle nous le montre.
à l'occasion de changements de régime politique en 1848 notamment, lorsque l'Assemblée constituante, qui a pourtant été élue au suffrage universel, s'est retrouvée avec une forte tendance, on dirait de droite aujourd'hui, mais monarchiste, etc., l'emprise de la religion catholique était aussi pour quelque chose. Donc ça ne s'est pas fait simplement. Mais, et ça je pense que c'est très important de le rappeler, le principe de laïcité, qui est l'expression de la séparation des églises et de l'État, revêt une dimension éminemment libérale et humaniste qui est celle de la philosophie des Lumières. Et c'est cet esprit-là qu'il faut conserver à tout prix. Il faut éviter donc que la laïcité n'évolue vers quelque chose de plus militant ou peut-être de plus virulent, je ne sais pas. Mais pour moi, cet esprit libéral, il faut le préserver et le maintenir quoi qu'il arrive. Eh bien, merci. Alors, juste une petite référence par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, M. Pierre Caps, sur pendant les colonies. La France en termes d'islam de Pierre Vermeren est un livre d'histoire qui prend bien justement toute cette optique, avec notamment la France en termes d'islam après la loi de 1905, qui est le fameux l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Je vous ai remis le lien vers le questionnaire pour nous aider à nous améliorer. Merci à nos 3 intervenants, donc Monsieur Étienne Thévenin, Monsieur Stéphane Pierre-Caps et Madame Christine Guimonet pour leurs 3 interventions, leurs réponses. Merci aussi à l'Association des professeurs d'histoire-géographie pour leur soutien pour cette conférence. Merci à tous pour votre question, pour votre attention et pour être restés jusqu'à la fin de notre propos. On se donne rendez-vous dès jeudi pour une conférence de type CAPES à 18h sur la royauté imaginaire de Louis XIV, présentée par Yann Lidérieux, je crois que ça se dit comme ça. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci d'avoir suivi cela. Au revoir. Merci, bonsoir.